revenir sur les threads Ouais. qu'on a partagés tout à l'heure, Attends, il est ça, dans Mika il demande c'est quoi la l'après-midi. pré-conf? J'ai passé 20 minutes à expliquer ce que c'est la pré-conf. T'as pas Bah, suivi, c'est comme frérot? ça qui regarde la rediff, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. On va refaire en une phrase. L'après-conf, c'est le fait de promettre qu'une transaction sera finalisée dans un autre bloc plus tard sur la chaîne principale, alors qu'on le fait Excellent. maintenant. Voilà. Et ça Très bien. permet en fait de faire en sorte que la transaction passe maintenant, qu'on soit sûr qu'elle sera faite, et juste les gens payent plus cher pour Oui. que la transaction aille dedans. Et GM à tous ceux qui arrivent alors qu'il est 22h15. Chacun son rythme, c'est il y a pas de problème là-dessus. Tac, alors les threads, on a dit. Comment tu veux t'organiser, Joe? Comment on fait? Qui Bah, défonce explique le qui? tien, tu passes 10 minutes sur le tien, et puis je passerai 10 minutes sur le mien, et puis basta. Oh mais hop, Par contre, putain, ça fait des stats comme thread. ah, quand même. Je vais juste couper le son et le micro. Voilà, j'ai pas envie de m'énerver. Vas-y. Donc je te laisse, je te laisse en parler. Hop, alors attends, je vais remplacer mon screen share, hop, avec mon écran ici. Tac, Le... je te dis, il fait un rire à chaque gif. fois. Je Un gif m'habitue étrangère jamais. qui est putain, un thread qui a été vu par 4000 personnes. 4000 personnes sont devenues plus intelligentes. C'est beau. De fou. Alors, pourquoi? Alors moi, mes contenus cette semaine se sont orientés autour de tout ce que Ethereum faisait de mal et de pourquoi il y a des problèmes. Que ce soit ma vidéo sur Coin Academy qui est sortie tout à l'heure ou ce thread-là qui était prévu, avec Joe depuis, un peu plus longtemps. Pourquoi Ethereum a des problèmes? En fait, il faut comprendre déjà que Ethereum, je commence par ça de base, c'est que Ethereum, c'est 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars, ça fait pop Ethereum en 38e place des business dans le monde, des equity dans le monde. Juste imaginez, c'est juste derrière Coca, c'est juste derrière Netflix, Nestlé, etc. Donc, en partant de là, à 300 milliards, c'est légitime de se demander le business model d'Ethereum. Et ma critique, c'est pas que la mienne, mais les doutes que j'émets, et encore une fois, moi je reste bullish ETH, je sais que on peut douter quand on voit les contenus que j'ai fait cette semaine, j'ai toujours autant de TH. Il y a plein de choses qui m'intéressent, je suis même pas ETH maxi d'ailleurs, mais on peut se demander légitimement s'il n'y a pas des problèmes sur Ethereum. Et mon but, ça a été de montrer dans ce il y a différents problèmes, déjà au niveau, premièrement, des coûts de stockage. On est passé, comme Joe l'a montré, tout à l'heure avec, dans les news, il me semble, tout à l'heure. On est passé d'un Optimism par exemple, pour Optimism qui payait plusieurs millions par mois pour stocker sa data sur Ethereum, avant la mise à jour des blobs, avant Dencun. Et aujourd'hui, le coût pour stocker cette même donnée, même si l'activité est moindre, évidemment, mais même si on parle d'activité égale, on parle de 6 à 15 000 dollars maintenant. On a divisé par 1000, plus de 1000, quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Et ça se voit sur Token Terminal où vous pouvez voir directement dans les coûts les coûts que Optimism paye en stockage et ça lui permet d'être extrêmement rentable maintenant. Si on prend pas toutes les dépenses annexes qui sont là, en fait, Optimism paye très peu cher, c'est ce qu'il y a ici, 2 700 $, 2 800 $, et on a des revenus qui sont de 1 320 000 $, ce qui nous donne un bénéfice net de quasiment pareil, parce que quelques milliers de dollars sur 1 million, c'est très peu. Et après, ils sont en perte parce qu'ils font des dépenses opérationnelles, de marketing, ils font des airdrops, ce genre de trucs, donc ça coûte de l'argent. Et un argument qui dirait que les blobs vont augmenter en frais parce que, comment dire? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y aurait peu d'activité et quand il y aura de plus en plus de layer 2, de plus en plus de roll-up qui vont venir stocker de la donnée sur Ethereum, cette limite qui aujourd'hui, c'est une limite morale entre guillemets que les blobs, que les layer 2 veulent pas dépasser, cette limite verte des 3 blobs, des 3 blobs par bloc sur Ethereum. Parce qu'à partir de ces 3 blobs, les frais sur les blobs augmentent drastiquement. On passe de quasiment gratuit à pas cher, mais quand comparé à gratuit, c'est très cher. Donc, quand on arrive autour des 3, les Layer 2 font exprès et volontairement de réduire leur fréquence d'envoi des blocs
pour justement que les blobs ne soient jamais remplis et comme ça, ils s'organisent entre eux pour garder, une certaine compétitivité et garder les frais bas. Parce qu'en fait, eux, ce qui leur importe, c'est d'avoir des frais bas pour settle, bénéficier de la sécurité d'Ethereum et juste avec leur séquenceur, et c'est le point que je développe juste après, ils vont générer des revenus. Surtout, je finis juste avec le stockage, c'est le fait que, et ça c'est quelque chose que j'ai développé quand j'ai parlé de Arweave aussi, c'est que le coût de stockage dans le temps tend vers 0. Donc, il y a un moment où sur Ethereum, les coûts vont forcément devoir descendre, que ce soit nativement, parce qu'évidemment les coûts seront tellement faibles que ça va aller vers 0 et que du coup Ethereum ne gagnera plus d'argent, soit parce qu'il y a des solutions qui sont mince, où serait des remontées en haut, soit parce qu'il y a des solutions qui sont juste moins chères. Et OK, il y a des Layer 2 qui vont vouloir philosophiquement aller vers du stockage sur Ethereum, mais on va surtout avoir des agents économiques. Les startups, c'est des boîtes. Les Layer 2, c'est des boîtes et elles veulent être rentables. Et aujourd'hui, un Eclipse qui a besoin de stocker beaucoup de données, il le fait pas sur Ethereum, il le fait sur Celestia. Là, ça doit être un graphique qui a été fait par Near, je pense, ou quelque chose comme ça, pour être mis en avant, mais on a EigenDA, qui est bien meilleur en termes de throughput que Near, qui est tout aussi peu cher. Donc, ça pose la question de savoir si le business model basé sur le stockage est pérenne. Et si on ne parle pas du stockage, et qu'on imagine que ça n'arrive pas, et que juste on parle de l'exécution. Le problème des Layer 2, et si on les multiplie à foison, et qu'on en crée 10, 20, 50 de plus, déjà, ça va poser problème au niveau de l'exécution au niveau d'Ethereum. Il y aura de plus en plus de gens qui vont quitter Ethereum là où les frais coûtent cher, où l'exécution coûte cher, ce qui rémunère Ethereum, ou en tout cas fait brûler de l'Ether, qui réduit les coûts que Ethereum doit émettre pour les validateurs, pour les stakers. Et en plus de ça, le fait d'extraire les transactions vers les Layer 2, ça empêche une chose qui est primordiale, et c'est la majorité des revenus à terme, que ce soit sur un Layer 1 ou sur un Layer 2, c'est la manière de générer de la MEV, la Maximum Extractable Value. C'est le fait de sandwicher les gens, de front-run les gens, de faire de l'arbitrage entre un sex et un dex, par exemple, parce qu'en fait, sur un Layer 2, vous avez un séquenceur unique, un séquenceur centralisé, et le séquenceur centralisé voit les transactions arriver sur la chaîne. Donc en fait, il sait qu'à tel moment, il peut mettre une transaction qui va front-run quelqu'un, etc. C'est pas possible dans toutes les chaînes, à tout moment, etc. Par exemple, sur Optimism, il y a un petit délai, ça a d'ailleurs réduit un petit peu la MEV disponible sur le réseau, même si c'est encore largement possible, et que de toute façon, même juste avec des frais, on l'a vu tout à l'heure, ça suffit pour être rentable. On voit ici justement les revenus générés par les chaînes. Donc là, c'est une plage de janvier 2021 à août 2023. On voit que les Layer 2, donc Arbitrum, Optimism ont généré plusieurs millions de dollars. Zcash a généré 650 000 dollars. Et les coûts pour un Layer 2 sont nuls. Parce que maintenant, ils n'ont même plus le coût de stockage. Donc, toute la maximal extractable value, elles vont aller directement pour le séquenceur, donc pour la chaîne, enfin sur le rollup. Tandis que Ethereum, pour une quantité de MEV aussi importante que 440 millions, ça ne représente pas suffisamment d'argent pour empêcher l'émission sur la chaîne. J'ai fait le calcul, je ne sais plus si... j'ai pas le calcul détaillé, mais en tout cas, c'est pas suffisant pour rémunérer Ethereum. Et on voit que dans des conditions actuelles où le réseau est un tout petit peu utilisé, on arrive à l'équilibre. Mais par contre, si plusieurs mois on n'a rien, on voit que l'émission augmente parce que justement, on a moins de transactions sur le layer 1, on a tout sur le layer 2, le stockage sur Ethereum coûte quasiment plus rien, en tout cas à l'heure actuelle, et les layers 2 continuent de faire en sorte que ça coûte rien. Et après, Joe expliquera pourquoi est-ce que c'est pas forcément une fatalité, mais on arrive à un point où si jamais ça devient trop cher de stocker même avec des blobs, si jamais ça coûte trop cher de stocker même juste avec des blobs, eh bien les gens iront stocker, enfin en tout cas les chefs de projet iront stocker sur des alternatives en data availability. Donc ça met quand même beaucoup à mal
les business models de Ethereum, que ce soit au niveau du stockage et de l'exécution. Voilà, c'était le point de mon thread et c'est aussi ce que j'ai développé dans ma vidéo sur Coin Academy, que je peux vous, repartager si jamais, vous ne l'avez pas vu. Et hop, Joe a besoin de prendre une toute petite minute, il revient rapido. Je vais répondre à quelques petites questions en attendant. Tac, tac, tac. Ethereum n'est pas viable alors en termes de revenus, charge, profit net. Si on compare Ethereum à des compagnies cotées, alors il faut prendre les mêmes données. C'est quoi leur chiffre d'affaires? Et ben justement, les revenus. Alors attendez, il faudra aller sur Token Terminal pour voir les revenus générés. Hop, on va essayer de regarder ça ensemble. Token Terminal. On va essayer de regarder un petit peu les frais d'Ethereum. Mais de toute façon, quand tac, et si on prend Ethereum et qu'on va dans Earnings, je vais reprendre le chat 2 petites minutes. Tac. Et le Joe, il est revenu. Si on prend les fees. Ah, mais normalement, il y a les earnings quelque part. Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, s'il y a de l'émission sur le réseau, c'est que c'est pas suffisant pour que Ethereum soit rentable. Et ça se voit notamment. Ah, bah si, earnings. Voilà. Earnings sur 30 jours, moins 200 millions. Il y a des moments où c'est positif, et ça a été le cas récemment quand il y a eu énormément de burn, où en fait on arrive soit à l'équilibre sur une année, mais il faut que ça dure une année, soit en période de grosse euphorie, pardon, comme en mars, au top de marché, où là par contre on est clairement positif. Donc ça veut dire que la charge sur Ethereum doit être très haute tout le temps, toute l'année, pour que ce soit rentable. À long terme, ok, mais avec les layers 2, la compétition pour le stockage, le fait qu'on décentralise l'action vers les layers 2, ça pose beaucoup de problèmes pour le business model de Ethereum. Voilà, et Joe est revenu, je pense qu'on va pouvoir laisser la place au bull market. Au bull case plutôt, mais oui. Oui, c'est le bull market d'Ethereum. Voilà. Hop. Est-ce que t'es ready pour attaquer? Let's go. Allez, je te laisse la Tu vois place. le thread? Hop, et c'est tout bon, allons-y. C'est bon? Ouais, ok. Bon, déjà, là, j'explique un peu ce qui s'est passé. Donc, toi, tu en as déjà parlé, le problème, inflation, blablabla. Je rappelle, voilà, là, on encule des mouches sur Ethereum, alors que Solana, elle a jamais été rentable et que ça s'améliore pas du tout. Le problème avec les earnings, c'est que c'est toujours en dollars, alors qu'on ne devrait pas vraiment compter en dollars en soi, on devrait compter en jetons natifs. Parce que là, évidemment, entre 2023 et 2024, le token a explosé. Donc, compliqué de juger, de voir la tendance, on va dire. Mais c'est clair que Solana paye énormément. Et puis, en vrai, on est dans un écosystème où, en fait, il n'y a que Ethereum qui a été rentable, qui ne l'est plus aujourd'hui, même de très peu. Mais il n'y a que Ethereum et Tron, mais Tron n'est pas vraiment décentralisé, donc je ne compte pas. Et de toute façon, on est en train de prouver notre valeur dans l'écosystème. Et c'est un truc qu'on voit aussi dans la TradFi, par exemple avec Tesla, qui a été rentable qu'il y a 4 ans, et qui pourtant a explosé avant parce qu'on s'attendait à ce qui allait arriver, et finalement ça a délivré. Et c'est un peu ça aussi avec Ethereum, c'est que si ça devient le layer 1 mondial comme c'est le but, sa valeur n'aurait aucun sens en vrai. C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans le monde, et pourrait dépasser absolument tout, quoi. Bref, tout ça pour dire que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'était dans la roadmap qu'on soit perdant en revenus. C'était dans la roadmap, c'est ce qu'on appelle une stratégie de loss leader. C'est-à-dire qu'on est perdant au départ pour attirer du monde sur les layers 2, mais aussi pour attirer des layers 2 elles-mêmes. Et ça a été le but de Denkun, en fait. C'est-à-dire, on baisse nos frais au maximum, encore une fois, c'est voulu. C'est une donnée qu'on peut changer à n'importe quel moment. On baisse nos frais au maximum, on fait venir tous les layers 2. Là, on a Base qui est passé de 50 000 de profit par jour à 1,3 million. C'est pour montrer un peu à quel point ça devient zinzin. Et en fait, en plus de ça, je le montre plus bas. Là, c'est les frais. Donc là, c'est monstrueux comment les frais ont baissé. Enfin, moi, j'ai vécu Denkun le jour. Je pense que peut-être vous aussi. C'était incroyable. Vraiment, c'était un des plus beaux jours que j'ai vécu dans l'écosystème. Passer de 1 ou 2 dollars de frais à 0,01, alors que j'étais un farmer à l'époque, tu vois, en plus. Incroyable. Et là, on voit vraiment l'impact que ça a eu sur les layers 2, en fait. Là, on a eu le post-Denkun. Ça a eu un impact monstrueux sur l'adoption des layers 2. On a fait x3 ou x4, alors que ça fait 6 mois, tu vois, sur le nombre de transactions totales. Mais évidemment, du coup, elles payent beaucoup moins.
Là aussi, on voit à peu près, ça c'est Arbitrum, après on a Optimism et tout ça. On voit à quel point, il y a vraiment de plus en plus de layer 2. Je vous montrerai encore d'autres graphes, mais on voit à quel point et elles sont pas toutes là, hein, elles sont pas du tout toutes enregistrées sur Grosse Paille. Il y en a beaucoup plus que ça, c'est juste qu'elles sont trop petites et qu'elles font pas assez de transactions pour qu'elles soient incluses dans le Grosse Paille. Mais en vrai, là, il y en aurait plein, plein, plein de petites. Et elles se cannibalisent pas, en fait. Enfin, évidemment, elles se cannibalisent un petit peu, mais au final, on est sur ATH sur ATH, en fait. Tac, 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 tac. Et là, on est quand même à 17 millions, alors qu'au début de la roadmap pour Centric, donc par là, on était à 3 millions, je crois. 2-3 millions. Donc, même depuis l'année dernière, tac, c'est là. Bah ouais, non, c'est ça. Depuis l'année dernière, on était à 3 millions. Donc, on a fait fois 5, fois 6. Monstrueux. Tac, tac. Et on voit aussi sur la charte qu'on cannibalise pas Ethereum réellement, en fait. Là, on a Ethereum en bleu, et Ethereum fait toujours à peu près ses transactions. Il y a toujours un peu son activité. Et de toute façon, on finira par lui bouffer tout. Parce que c'est le but. Le but, c'est d'arrêter d'être sur Ethereum, parce que Ethereum n'est pas scalable. C'est impossible. La roadmap sharding, c'était une erreur. Les gens l'ont reconnu. Il n'y a que grâce au Layer 2 qu'on pourra s'en sortir, et je trouve la solution tellement élégante que moi, personnellement, j'y crois à fond. Mais ça va prendre longtemps, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Et c'était prévu que ça prenne longtemps. Ah, ça, c'est ce dont je vous parlais. On voit là la différence entre ce que Base paye à la Layer 1 et ce qu'il vous charge. Donc on est sur un x100, hein, un joli petit x100. En fait, il peut se permettre parce qu'il paye tellement pas cher, et c'est tellement pas cher pour vous, un centime, qu'il s'en bat les couilles, en fait. Il se dit, bah, je monte à un centime, c'est rien pour lui. Donc en fait, c'est un business qui est ultra rentable. Il gagne là, on voit à peu près ce qu'il gagne. Ça, c'était les dépenses avant. Et après Dancoon, il n'y a plus de dépenses du tout, quand on les voit même plus. Tac, tac, j'adore les graphiques, sont trop beaux. Là aussi, on voit le nombre de layer 2 qui explose. Donc chaque couleur est un layer 2 différent. Et le nombre de blobs postés. Donc on voit aussi que c'était en croissance jusqu'à ce que le marché se mette un peu la gueule récemment. Et je voulais du coup revenir sur ça, parce que ça a fait gros débat. Ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que en fait, quand on arrivait à cette limite où les layer 2 devraient normalement payer beaucoup plus cher, tout le monde a retardé la soumission des batchs. Effectivement, c'est aussi pour gagner de l'argent eux-mêmes, mais c'est aussi pour vous. C'est-à-dire que le but, c'est que vous payez pas cher. Parce que eux, au final, de toute façon, ils gagnent à peu près la même chose parce qu'ils vont augmenter leur fees. D'ailleurs, on a vu un base à 7 dollars à peu près par là de transaction. Donc, c'est aussi pour vous, et c'est quelque chose qui ne pourra pas être fait dans une augmentation organique comme celle-ci. Parce que, ok, tu peux te dire, bah, je l'envoie demain, après-demain, tout ça, mais à partir du moment où on commence à monter au-dessus des 3, tu seras obligé de toute façon l'envoyer. Donc tu seras obligé de payer les fees. Donc là, ils ont pu, parce que c'était un événement particulier. Tout le monde s'est dit, waouh, c'est trop bien les Layer 2, venez, on farm à fond les Layer 2. Ça a duré une semaine, et puis après, tout le monde s'est calmé. Mais là, on voit que c'est pas du tout la même augmentation. Ça n'a rien à voir, en fait. Et là, normalement, on aurait dû dépasser les 3 si on n'avait pas eu le marché qui se cassait la gueule et tout ça. Et maintenant, en plus, le FUD, tout ça. Donc sur le long terme, on finira par passer par 3, au-dessus de 3. Et tac, tac. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là où on va augmenter le nombre de blobs. En fait, à partir du moment où on augmente au-dessus de 3 et que les frais augmentent, du coup, le layer 1 va redevenir rentable, tout ça, c'est génial. À partir de ce moment-là, on va faire machine arrière, on va augmenter le nombre de blobs. Du coup, les frais vont redescendre, on va re-incentiver les users et les layer 2 à continuer à venir. En attendant, nous, on aura plus de blobs, donc plus de revenus. Et on pourra faire ça jusqu'à 16 blobs actuellement. Peut-être qu'on pourra aller au-dessus, mais pour le moment, on s'est mis une roadmap jusqu'à 16 blobs. Ce qui est assez énorme. Voilà. Tac, tac. Bon, qu'est-ce que j'avais marqué là? Bah, j'ai expliqué exactement ce que je viens d'expliquer. Je voulais rappeler qu'il n'y a que sur Ethereum qu'on voit des grands noms, nulle part ailleurs, et que c'est pas des gens qui ont une vision de 1 an ou 2. C'est des gens qui ont une vision 5-10 ans et qui voient le potentiel de Ethereum et des Layer 2. T'as BlackRock qui potentiellement va avoir une Layer 2. T'as Coinbase qui a une Layer 2. T'as Franklin Templeton qui a ses assets sur Arbitrum. T'as Sony qui va avoir une Layer 2. T'as Robinhood qui devrait avoir une Layer 2 aussi. Et j'en passe beaucoup. Et du coup, bon, je vous ai fait mon explication sur le base sequencing, mais si jamais c'est une solution qui vient à être adoptée même par quelques acteurs, parce qu'on a vu que Taiko c'est encore 80%
des revenus sur les L2. Si jamais il y a quelques acteurs qui se mettent au base sequencing, ça pourrait faire augmenter énormément les revenus, surtout qu'encore une fois, ils sont plus rapides que les séquenceurs centralisés, qui du coup nous baisent un peu sur ce qu'ils payent au L1. Donc en fait, il y a une vraie incentive à aller vers un base séquenceur, mais voilà, faut voir si c'est adopté. Mais moi, je trouve que la pré-conf, c'est un atout qui est incroyable. Voilà. Je voulais vous montrer aussi que sur Ethereum Research, personne panique. Alors, on est juste en train de parler du futur d'Ethereum, parce que, encore une fois, c'était prévu de ne pas être rentable au début. C'était la stratégie, vraiment. Parce que si on avait été rentable dès le début, ce qui, encore une fois, demandait juste une ligne de code, bah, en fait, on aurait des fees à 1 dollar ou 2, et personne n'aurait migré vers les layer 2. On n'aurait jamais eu les 18 millions de transactions qu'on a aujourd'hui. C'est QFD, quoi. Voilà. Après, il y a plein de trucs où je suis totalement d'accord avec Tom. Il va falloir que Ethereum prouve sa valeur. Mais si jamais, moi ma vision c'est que si Ethereum fail dans sa roadmap, on aura perdu le game de la décentralisation. Parce que on va toujours finir sur des blockchains qui seront de plus en plus scalables et de plus en plus centralisés. Et que si Ethereum réussit sa vision, ça va faire un layer 1 hyper décentralisé où les solutions vont pouvoir build dessus, mais on aura cette sécurité de la décentralisation. Et après, même si le layer 2 est centralisé et tout, il y aura toujours des moyens de s'en échapper. Et on aura dans tous les cas la vision de la décentralisation de la blockchain comme on la voulait. Et c'est un peu moi ce qui me fait peur si Ethereum ne réussit pas, mais franchement, je pense qu'il réussit. Et pour le moment, tous les signes vont dans ce sens, en tout cas pour ma part. Et voilà, c'est une roadmap de toute façon qu'il faut juger dans au moins 3-4 ans, parce que Tenkud, encore une fois, c'était en mars, il y a 6 mois. Absolument. Voilà, je sais pas si Non, mais c'était bien. Ah oui, Non, mais, je voulais rappeler que le FUD, évidemment, toujours, c'est à cause du prix, évidemment, et qu'on est sur des niveaux qui commencent à être vraiment intéressants, et que de toute façon, son tour viendra, en fait. Ça c'est un truc, faut pas se dire que Ethereum va pas pump ce bull run, ça n'aurait aucun sens. Vraiment, je vois pas un monde où Ethereum ne pump pas. Il aura son moment, peut-être qu'il va sous-perf, et encore une fois, c'est à part Solana, il n'y a aucune layer 1 de smart contract qui a surperf ETH, en tout cas du dernier cycle. Et même de ce cycle-là, je suis même pas sûr. Tu regardes EGLD face à ETH, AVAX face à ETH, tout ce que tu veux, il n'y a que ETH qui a surperf, malgré ses 300 milliards de market cap. Donc on est loin d'être sur une catastrophe en fait. c'est vraiment, on exagère un poil quoi. Voilà. Non, mais c'est clair. Et je lisais le chat, il y a plein de choses intéressantes et justement, ça va nous permettre de passer peut-être un peu à la partie questions-réponses assez large, hein, que ce soit sur ce sujet-là ou sur les autres sujets. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on arrive dans une espèce de narrative performance, ou en tout cas on veut créer des trucs qui vont vite. On a eu Ethereum, on s'est dit, ok, comment on fait Ethereum en mieux? On n'a pas réussi, ça c'est pas de bol. Ethereum a raflé la mise, la plus grosse part de la mise. Et maintenant, sur Ethereum, il y a des trucs qui vont vite, et enfin, il y a certains trucs qui vont vite, mais à côté, il y a des choses qui vont encore plus vite. Et maintenant, il y a des chaînes qui non pas veulent faire un Ethereum killer au sens du smart contract, mais un Ethereum killer en termes de perf, en termes de ce qui est possible de faire sur la chaîne. Que ce soit du Aptos, du Sui, du Solana, évidemment. Ce genre de chaîne-là. Monad, c'est pareil. Et en fait, la compétition, elle va se passer sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chaînes qui vont vite. Est-ce qu'on fait des trucs qui servent à quelque chose ou est-ce qu'on n'en fait rien? Bonne question. Et ça, c'est intéressant. Et ça va être un des axes que je vais forcément travailler parce que Capet, il est très dans ce truc, mais c'est pas parce que Capet le dit que je le pense, c'est que je pense sincèrement que c'est intéressant et que il faut voir ce qu'on est capable de faire, parce que faire des trucs décentralisés, c'est bien, mais aujourd'hui, si on s'arrête à la décentralisation, en fait, on n'évolue pas. Parce qu'on va faire des AAV-like, qu'on va faire des layer 2 sans âme, ou qui se ressemblent tous, où on peut pas construire grand-chose parce qu'on manque de performance. Donc, à un moment donné, le biais, c'est de se dire qu'il faut qu'on aille chercher de la performance, coûte que coûte. Après, c'est complémentaire, quoi. Il faut un truc qui soit ultra sécurité, genre Ethereum, et un truc qui soit... Pour moi, Solana, il fit parfaitement dans l'écosystème. Il y a un besoin pour. C'est génial, moi, je trouve. C'est clair. Et Mais c'est pour ça que moi, j'adore la philosophie de MegaETH. Parce Ouais. que
ils veulent de la performance, mais ils sont, en tout cas quand tu les entends parler, ils sont très alignés avec Ethereum. Ils sont en mode: Ouais, «Nous, on veut de la perf, mais sans Ethereum, on est rien». c'est ça. Mmh. Donc le but, c'est pas de les tuer. Bah, alors, ils disent ça, mais au final, Mega ETH, il y a pas de revenu qui va être vraiment généré. Ils vont peut-être avoir de l'attraction, ce qui va permettre peut-être d'onboard plus de gens, de créer des trucs nouveaux, mais en termes de revenus, Mega ETH va rien reverser à Ethereum. Le Bah, stockage se fait sur la NIR DIA. oui. Toute MIV, ça va être directement pour le séquenceur centralisé. Donc il y a pas beaucoup de revenus qui va venir de là, mais par contre, ça va créer un effet de réseau et ça va participer à ce que Ethereum soit cool, surtout avec de la performance et des applications, on espère, intéressantes, qui vont se build dessus petit à petit. Après, on a parlé en off, mais il y a toujours la vérification. La vérification, c'est, je crois 10 à 20 du prix. C'est la DA qui correspond à 80 il me semble. Donc c'est rien, mais ça, c'est un truc que tu pourrais dire, en tout cas, ça me ferait plaisir que tu le fasses si jamais tu as le temps. Mais imagine un méga TH qui fait 10 fois plus de transactions qu'un L2 normal. S'il paye 10 à chaque fois, est-ce que au final, ça fait pas 100 tu vois? Enfin, de ce que ferait quelqu'un qui a 10 fois moins de transactions? Ouais, il faudrait regarder, les revenus générés, Voilà. Mais par les vérifieurs. ouais, faudrait regarder ça. Je sais que ça fait très peu d'argent pour le L1, mais effectivement, si c'est ultra scalable et que c'est très utilisé, peut-être que ça s'accumule vite. À voir. Voilà. Donc voilà pour ce petit débat. Ouais, Hésitez pas à reposer toutes vos questions, on va prendre le temps. Tranquillement, je ferai une price action rapide, de toute façon, il y a pas grand chose à dire. Moi, ça va être la macro qui va m'intéresser, un altcoin en particulier. Voilà. Mais voilà, on va prendre le temps de répondre tranquillement aux questions, de tout ce si que vous avez en tête. si je peux, Allez-y. juste, et j'ai oublié tout à l'heure, et Erratic le dit très bien, je l'avais marqué dans mon tweet. Les plus gros cerveaux de l'écosystème sont sur Ethereum. Ça, c'est, je pense qu'il y a personne qui peut dire le contraire. Vraiment, c'est des monstres sur Ethereum, ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est vrai que c'est là un peu le truc où ça me gêne, c'est de voir tout le monde remettre en question un peu la roadmap qui a été pensée par les plus gros cerveaux du monde, quasiment. En fait, faut trust the process. Peut-être qu'ils vont se tromper. Il y a un monde où ils se trompent, mais jusque-là, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qui a été critiqué, ça a payé. Et ils sont allés à l'encontre de ce que certains de la communauté voulaient, parce que la gouvernance est off-chain, c'est pas comme Atom ou le reste. Et ça paye en fait. Là, s'ils écoutaient la commu et que la commu se chiait dessus du passage du proof of work au proof of stake, on n'en serait même pas là, on n'aurait jamais été rentable. Donc trust the process, ça va prendre des années. Puis voilà. Et dites-vous que si Ethereum foire, vous pouvez dire au revoir à toutes vos cryptos. Voilà. Oui, c'est vrai en plus. Oh, le Voilà. market,